Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Info Hebdo. Depuis le 6 avril 2016, le président Patrice Talon ne cesse de recevoir des soutiens politiques, ce qui gêne bon nombre d'observateurs de la vie politique au Bénin. Ce sont les discours tenus à l'endroit de la gestion étatique de l'ancien président Thomas Boni Yaye, autrefois allié politique. Qu'est-ce qui fait courir les acteurs politiques vers le régime Talon? Et pourquoi, malgré son retrait de la scène politique, l'ombre de Thomas Boni Yaye plane toujours? Ensemble, nous ferons le décryptage ce jour avec Médéric François Gongo, il est le directeur de publication du journal Actu Express, et André Dossa, rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Nous aborderons également la situation sociopolitique au Togo, car il est désormais un secret de polichinelle que depuis quelques semaines, les populations togolaises, à travers une sévère fronde sociale, d'une quasi-unanimité, réclament le départ de Faure et Zimna Yassingbe, mais aussi et surtout le retour à leur constitution de 1992 à sa forme originelle. Bienvenue, bonjour, tout de suite le décryptage. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le décryptage de ce jour se fera avec Médéric François Gongo. Médéric, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes face à André Dossa. André Dossa, bonjour. Bonjour Kader. Alors Médéric, aujourd'hui, le Bénin, à l'ère de la rupture du président Patrice Talon, alors quelle perception ou quelle lecture faites-vous de l'animation de la vie politique aujourd'hui? Je ne parlerai pas de Bénin à l'aide de la rupture, je parlerai du Bénin à l'aide du Bénin révélé, parce que le concept a évolué dans le temps. Les acteurs de la coalition de la rupture, pour la plupart, sont certes avec le chef de l'État, mais l'esprit de la rupture semble quelque peu ne plus exister dans une logique d'évolution de la politique du gouvernement. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire que le président de la République n'a rien fait. Nous n'allons pas dire cela parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui, en près de 2 ans, ne peut rien se mettre sur le compteur. Le président de la République a exprimé dès le départ ses ambitions. Il a voulu bel et bien focaliser la première année sur les réformes institutionnelles et politiques. Mais au même moment, il a commencé des actions à l'endroit de certaines sociétés d'État, de certains secteurs névralgiques de la nation. Je veux parler notamment du coton, je veux parler du port, je veux parler des finances publiques. Nous allons également essayer de voir sur le côté, sur le plan moral, ce qu'on peut retenir. Pour en revenir au premier point. La situation politique aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, est préoccupante. Le projet de révision de la Constitution du chef de l'État a été stoppé net suite à la non-recevabilité du projet par l'Assemblée nationale pour éventuellement la discussion et pas prolongement, l'appropriation par l'État, par la dissémination et le débat référendaire. Au niveau de la scène politique, les grands ensembles politiques se retrouvent tous en pleine crise. Je veux parler des FCBE, je veux parler de l'Union fait la nation, je veux parler de la renaissance du Bénin, exempter le PRD qui pourrait également vivre les mêmes difficultés dans les semaines et les jours à venir, notamment avec la formation du gouvernement. Sur le plan politique, c'est un bilan relativement décevant. Sur le plan économique et social, sur le plan économique et social, le chef de l'État lui-même, il a reconnu que la situation est difficile et que les Béninois devraient se serrer les ceintures. Le rationnement des finances publiques devrait donner des faits si, au niveau de certaines sociétés d'État, il n'y avait pas eu une vague de compression, il n'y avait pas eu une vague de licenciement, et au même moment, j'allais dire, de la discipline dans les primes au niveau de l'administration. Parce que les primes qui étaient octroyées à tort et à travers, les primes qui servaient beaucoup, 2, 3, 4 fois plus que le salaire, ont été revues drastiquement à la baisse. Rationnement des finances publiques oblige. Sur les deux plans, de l'État. Évidemment, mais pour corroborer le bilan politique et économique quelque peu décevant, nous avons le bilan social au niveau de la population où la plainte est généralisée, où
beaucoup de Béninois se plaignent de ne pas avoir les 2 principaux repas par jour, où on parle de la raréfaction de la liquidité, de mon éminent confrère Takoua titré, pas plus tard qu'hier, la morosité économique. Donc lorsque la population vit cela, et que le chef de l'État lui-même le reconnaît, et qu'au même moment, nous remarquons qu'il y a un ralentissement de la vie économique, une raréfaction des investissements directs au niveau de l'État, nous pouvons avoir des raisons de nous inquiéter pour noter dans une logique de 4 sur 20 ce gouvernement. André Dossa, mais vous avez écouté, vous avez suivi Médéric, mais est-ce que vous ne voyez pas un peu que le chef de l'État a quand même en train de mettre les bouchées doubles pour quand même essayer d'assurer un mieux-être au peuple béninois? Oui, j'ai suivi un peu à travers le regard de Médéric, son Bénin à lui, c'est-à-dire le Bénin de 2017 vu par Médéric François Gongo. Et j'avoue que ma lecture est tout à fait différente. Je vois un autre Bénin, un Bénin certes où il ne fait pas encore tout à fait mieux vivre, mais où en réalité la situation n'est pas non plus alarmiste, n'est pas aussi préoccupante, telle que décrite par Médéric. Je voudrais prendre d'abord au plan politique. Il trouve que la situation politique de notre pays est préoccupante. Je crois que, de mon point de vue, tout procède assez normalement. Les partis politiques sont là, connaissent les mêmes crises qu'ils ont toujours connues par le passé. Lorsqu'il y a un nouveau régime dans notre pays, on sait qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui sont traversés par des dissensions. C'est le cas en ce moment. Je crois que imputer cela à un régime, de mon point de vue, je crois que c'est quelque chose que je ne ferais pas, moi. Étant donné que Patrice Talon, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas encore monté au créneau pour demander à des partis politiques, des hommes politiques, des personnalités de la classe politique de forcément soutenir son action. D'ailleurs, dès le départ, il avait semblé nous montrer qu'il n'en avait pas besoin. Mais on ne peut pas empêcher les hommes politiques de mouvoir. Mais est-ce qu'on peut gouverner sans la politique? On ne peut pas gouverner sans la politique. D'ailleurs, depuis qu'il avise, on a remarqué qu'il a ajusté le cap et désormais, il fait de la politique. Voilà. Je crois que ce qui se fait en ce moment, c'est ce qui a toujours été fait dans ce pays. Les hommes politiques, qui du centre ou de l'opposition, qui désormais rament, enfin, voient dans la même direction que le chef de l'État, c'est tout à fait normal. C'est voilà, béninois. C'est de la façon béninoise de faire de la politique. On n'a rien inventé en la matière. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer un peu cette manière de faire tout le temps faire allégeance à un pouvoir dès son avènement? Qui doit changer? Celui qui doit changer, vous savez, c'est vous et moi. C'est l'électeur qui doit amener l'homme politique à changer. Parce que vous savez, lorsque j'ai donné mon mandat à quelqu'un qui va à l'Assemblée nationale, je m'attends à ce que cet individu, enfin cette personnalité politique, puisse animer la classe politique en fonction de l'idéal qu'il est venu me vendre pour obtenir mon suffrage. Et lorsque je remarque qu'il s'éloigne, il s'écarte de cet idéal-là, il m'appartient, lorsque l'occasion se présente, de le renouveler ou non ma confiance, de sanctionner. Mais ici, vous allez remarquer que l'électeur béninois est indulgent. Nous sommes tout à fait indulgents, ce qui fait que les hommes politiques se foutent pas mal de ce que peuvent bien penser les électeurs et se comportent comme ils veulent et on l'observe. La transhumance, je crois que tant qu'on n'aura pas légiféré dans ce domaine-là, ce n'est pas demain la veille de sa fin. En ce qui concerne la gouvernance globale au plan social, oui, c'est vrai, ça ne va pas. Et d'ailleurs, c'est heureux encore que le gouvernement ait eu cette démarche d'honnêteté de reconnaître que ça ne va pas. Mais le chef de l'État, le dernier discours où il a constaté que ça ne va pas et exhorté à une sorte de serrage de ceinture, depuis lors, jusqu'à présent, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été faites. C'est quelque part, le gouvernement doit s'en prendre à lui-même lorsqu'il décide de ne pas communiquer ou de communiquer peu, parce qu'il se passe énormément de choses. Vous savez, moi, il y a quelques jours seulement, je suis sorti du Bénin et suis revenu. Et à l'aéroport, j'ai remarqué qu'il y avait un profond changement. Franchement, je ne m'attendais pas à cela, parce que je ne suis jamais allé à l'aéroport. Il a fallu que j'aie cette occasion de voyage pour constater. Mais c'est comme ça que de petites choses s'accomplissent dans ce pays, mais parce qu'on ne communique pas, parce que la communication n'est plus outrancière, ça ne se sait pas. Et de la même manière, on parle de cantine scolaire, qui aujourd'hui a été, c'est vrai, ça existait, mais ça a été renforcé, ça a été amélioré et élargi à un plus grand nombre de citoyens béninois. Et ça contribuera à considérablement réduire le taux de déperdition scolaire dans notre pays. Vous imaginez, dans Cotonou, il y a le Bénin profond, les Ladji et environ, mais c'est des endroits où la déperdition scolaire a un taux élevé. Mais avec la cantine, on pourra maintenir les enfants à l'école. Ça, c'est du social, de mon point de vue. C'est vrai, le programme Arche, ça tarde un peu à être mis en œuvre. Pas plus tard qu'hier, je me suis renseigné pour savoir, mais pourquoi on ne lance pas ce programme-là depuis? Puisque c'est déjà bouclé. La ministre de la fonction publique que j'ai eu l'occasion d'interroger sur la télévision nationale sur Canal 3 Bénin a dit, c'est déjà prêt, tout est prêt, 213 milliards, les partenaires sont prêts à nous accompagner. Mais c'est alors qu'on m'a signalé qu'en fait, il faut qu'on réalise d'abord le RAVIP.
le recensement administratif à vocation d'identification de la population, sans quoi on ne pourra pas efficacement mettre en œuvre le programme H. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement a son agenda, le chef de l'État a son rythme, ce qui est tout à fait normal, n'est pas le nôtre. Nous sommes pressés, nous voulons voir des transformations. Médéric veut voir des changements, un certain nombre de choses qui ne se font pas encore parce que le chef de l'État, il va à son rythme. Alors, Médéric, vous êtes quand même d'accord que toute rupture ou tout changement est forcément douloureux, mais est-ce que vous ne devez pas voir un peu les choses de façon sous un autre angle, comme le voit André Dossa? Non, je l'ai bien dit dès le départ qu'on ne peut pas dénier à un gouvernement, fût-il le plus nul, le plus médiocre au monde, de ne pas poser d'actes en 18 mois ou en bientôt 2 ans. Il est des actes qui se posent. Moi, je vois qu'on avait un temps inauguré les travaux du pont de Tovek-Bamin, qui dessert un grand nombre de populations. J'ai vu les travaux du pont de Womé, qui dessert au moins 200 à 300 000 personnes. J'ai vu certaines décisions qui ont été prises, mais lorsque, au niveau de la communication, comme il le disait tout à l'heure, on se cramponne à faire de la communication de crise alors que nous sommes en période complètement libre, où l'on doit poser des actions pour impacter le vécu quotidien des populations. Lorsque l'on se limite à faire de la propagande à lieu place de la communication autour du peu qui se fait, parce que, reconnaissons-le, si la plainte devient quelque peu généralisée, c'est que le ratio entre les désirata et les besoins et les actions du gouvernement n'est pas encore au niveau qu'il faut. Il faut le reconnaître. Ces plaintes ne sont pas relatives au fait que le chef d'État a supprimé, en fait, ou non, le gouvernement a supprimé Vous savez, on peut des bien... avantages qui étaient évidemment, illégaux. Évidemment qu'on devrait aller tous au sacrifice. Nous avions vu, on a supprimé des contrats pour certains journalistes, mais certains journaux, ou certains organes, même ce que l'État devait, on a refusé que cela soit payé. Mais au même moment, on a des princes locataires de la République qui se comportent comme de véritables prédateurs sur les ressources nationales. On le voit aujourd'hui au niveau du port. La plupart des structures qui prennent les activités qui appartenaient aux structures de l'État appartiennent à ceux que nous connaissons. Suivez mon regard. On le voit au même moment où l'on amène certains, l'on oblige certains à aller vers la restriction. Et ça, nous le devons. Parce qu'il faut reconnaître qu'on ne peut plus continuer comme cela était. Aujourd'hui au Bénin, qui sont les plus riches? Ce sont les fonctionnaires. Quand vous avez des immeubles, quand vous avez des réalisations, quand vous avez les plus belles voitures, quand vous avez les plus belles choses qui se font de manière faramineuse et intempestive, ce sont les fonctionnaires. Alors que généralement, lorsqu'on accepte être fonctionnaire, lorsqu'on veut avoir la sécurité de l'emploi et la retraite, c'est qu'on ne doit pas vouloir être riche. On doit, à la limite, se suffire. Mais aujourd'hui, il y a une inversion des normes. Mais alors que nous pensions, lorsque nous étions engagés pour la rupture, je dis bien la rupture, c'était une autre chose. Mais le Bénin révélé, aujourd'hui, en est totalement une autre. Lorsque, évidemment, il y a une évolution, les partenaires ont changé, les paradigmes ont changé, les visions ont changé. Et nous ne pouvons pas dénier au chef de l'État ce droit. Parce que même s'il a été réélu... Est-ce que c'est parce que le président Sébastien Jalon n'est plus avec... Non, du tout pas. Non, du tout pas. Oui, on pourrait le dire parce que lui-même, il avait dit qu'il était deuxième SECO. Lorsque tu dis que quelqu'un était deuxième SECO, c'est supposé que le peuple avait partagé relativement vos deux visions. Le peuple avait blâmé la classe politique, refusant de suivre le candidat qui avait été choisi par la FB, le PRD, le FCBE, les grands ensembles politiques, pour prendre la voie dans une logique de plus de 45% pour deux acteurs de la scène économique, c'est-à-dire exprimant sa volonté de ne plus voir le Bénin végéter dans des querelles intestines politiques, mais de voir le Bénin être développé économiquement. Mais nous avons eu une chance qui est quelque peu en même temps la malchance. Nous avons eu cette chance d'avoir un opérateur économique, et c'est que le peuple a voulu, parce que les deux ont fait une majorité relativement forte, mais nous avons la malchance d'avoir un opérateur économique qui n'a d'activité que des activités avec l'État. C'est son choix. Et non, c'est légitime. Oui, c'est son choix parce que quand il avait commencé par mener ses activités, il le savait. Vous me donnez la parole. Oui, il aura la parole évidemment. Quand il avait certainement commencé ses activités, il n'avait pas prévu éventuellement être président de la République. Donc on ne peut pas le dire, on ne peut pas le faire un jugement par récurrence. Mais je constate, heureusement ou malheureusement, que le coton est dans les mains, directement ou indirectement, du chef de l'État. Le port se retrouve dans les mains, directement ou indirectement, du chef de l'État. Les marchés publics
se retrouve dans les mains, directement ou indirectement, des proches du chef de l'État qui opère aujourd'hui une sorte de dictat. Je ne le dis pas. Ceux qui concourent au marché public le chantent et le clament à tout vent. Et lorsque ces trois secteurs d'activité se retrouvent quelque peu, je n'ai pas dit que parce que le chef de l'État a ses activités, forcément, ces activités ne pourront pas marcher. On nous parle de ce que le port ne doit plus rester en l'état. Et ça, c'est vrai. On ne peut plus avoir, au XXIe siècle, un port dans ces conditions. Il faut apporter de la technologie, il faut apporter du cash. Mais est-ce que les conditions qui doivent nous amener à la sélection de la structure en veste ou autre pour s'occuper de cela, est-ce que les conditions ont été respectées? Est-ce que les règles ont été respectées? On parle du transfert du bordereau de suivi de cargaison du CNCB vers le port, qui n'a servi que de transit pour que ça tombe dans les mains d'une autre société qu'on appelle BIM. Quelles sont les conditions de sélection de presse? Nous ne disons pas que le chef de l'État et ses proches ne gagnent pas. Mais pour gagner, il faut permettre à tout le monde de concourir et que les règles du jeu soient respectées. Voilà ce qui peut être un bonheur, parce que le peuple a voulu d'un opérateur économique. Mais ce qui peut en même temps être un malheur, parce que l'opérateur économique que nous avons aujourd'hui ne pourra pas créer le distinguo, l'étanchéité, la limite entre les intérêts publics de l'État, vous, vos intérêts, mes intérêts, nos intérêts et ses intérêts, d'où une foison de conflits. Oui, André, allez-y. Brillant développement de Médéric. Vous savez, d'abord, par rapport à la communication, j'ai été surpris. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas quand j'entends Médéric sur des plateaux ou d'autres encore parler de propagande en ce qui concerne la communication. Je ne suis pas le seul. En ce qui concerne la communication du gouvernement actuel. Quand lui et moi et d'autres, on est sortis de 10 ans de quelque chose d'époustouflant en matière de communication, de propagande, de populisme. Ce n'est pas possible. Moi, je ne vois pas encore de la propagande. Je trouve que ceux-ci, ils sont même plutôt trop sages, trop polis en la matière. Parce que j'estime qu'on ne peut pas quitter le régime Boniaï de 10 ans de propagande, de populisme, et faire un break, une rupture totale, et puis maintenant être en train de tenter de relever la tête, de communiquer. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas parler donc d'excès et de propagande. Et puis, je crois, ma conviction ferme, c'est que dans aucun pays au monde, 2 hommes ne dirigent un pays. C'est-à-dire quoi? C'est un seul, dans une démocratie, on élit un seul individu, un seul président. Même aux États-Unis, où c'est 2 colistiers, c'est-à-dire le candidat il a un colistier qui est vice-président, c'est le président qui dirige. Il n'y a pas un faiseur de roi qui dirige avec lui. Ça ne se fait nulle part. Ça n'était jamais arrivé au Bénin et je ne crois pas que ce soit maintenant que ça puisse se faire. Alors par rapport à ça, j'estime que certains discours en réalité doivent être actualisés. Ou tout au moins, on doit cesser avec ça. Oui, 2 opérateurs économiques. Il y a un deuxième SECO. Et il doit gérer. J'estime que, en fait, les Béninois ont élu Talon Patrice. Il doit gérer le pouvoir et nous rendre compte. Nous devons lui demander des comptes. Adjavon Sébastien, oui, il a failli être élu, il n'a pas été élu. Il a contribué peut-être à l'élection de Patrice Talon. D'accord, c'est une chose. Mais aujourd'hui, je crois que c'est Patrice Talon qui doit diriger le pays. Que ceux qui estiment que oui, il faut que Adjavon soit là. S'il n'est pas là, moi je souhaite qu'il y ait une certaine réconciliation entre ces deux. C'est des amis, c'est des Béninois, c'est des frères, etc. On a besoin de leur potentialité, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, nous sommes en politique par ailleurs. Et il faut qu'on cesse de pleurnicher un peu sur le lait renversé. Et puis, chaque régime fait ses privilégiés. Il y a des gens du régime qui profitent de chaque régime. Si Médéric devient président, ou bien si son mentor, son leader politique, celui qu'il aime, devenait président, mais il en profiterait. Peut-être que, bon, je vais me trouver peut-être aigri ou jaloux, ça ne veut pas dire que je ne le suis peut-être pas en ce moment par rapport à d'autres, mais c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Il y a forcément des Béninois qui ont profité du régime Talon, comme par au temps de Yahi, il y a eu des Béninois qui en ont profité, qui ont gagné des marchés. Alors pourquoi chaque fois on assène sur la scène publique, écoutez, il y a des gens qui sont en train de profiter, d'autres non, ce n'est pas possible. On ne peut pas tous profiter des avantages du pouvoir, parce qu'on n'est pas tous au pouvoir, parce qu'on n'a pas tous gagné le pouvoir. Ce qui m'importe, et c'est là où je vais en finir, c'est que nous puissions nous mettre dans une posture où chaque fois nous suivions Patrice Talon. Ses engagements, lorsqu'on dit que oui, il a dévié, il a abandonné la rupture, moi je ne crois pas à Médéric François Mongongo. Je ne pense pas. Patrice Talon a promis un certain nombre de choses. Il a mis en place un programme d'action du gouvernement. Il nous appartient de le suivre pour voir quels sont les pas qu'il pose pour que ces actions-là soient véritablement mise en œuvre, les projets phares contenus dans le programme Nation, les engagements qu'il a pris vis-à-vis de nous, que ces engagements-là soient respectés, qu'il concrétise. On a vu que des chantiers ont commencé à être lancés. Avec un chef d'État qui ne va même pas sur le terrain pour poser les premières pierres, c'est une bonne chose. Il a donné l'exemple de Révier. Pendant des années, les Béninois ont souffert. Nous sommes aussi des usagers de ce tronçon-là. Beaucoup de promesses politiques ont été faites.
qui n'ont jamais connu une concrétisation. Aujourd'hui, c'est fait. Voilà les genres de choses qu'il faut qu'on relève. Mais par contre, si à côté de ça, on voit qu'il y a des anomalies, effectivement, il ne faut pas hésiter à mettre la plume dans la plaie. Mais la critique, l'esprit de critique, la critique, la surenchère verbale, moi je m'en éloigne. Oui, j'ai lu, il y a dans le pays des gens qui estiment qu'on doit organiser des états généraux du Bénin. Je me dis, on n'est même pas au Togo. Même au Togo, les gens ne réclament pas états généraux du Togo. Et le Bénin est très loin de ça. J'ai lu un certain Edgar Gidigbi. Mais c'est terrible ce Bénin. Mais, vous voyez, le ridicule ne tue pas dans notre pays. Que Edgar Gidigbi dise dans un journal, depuis 2 ans, voilà, il n'a eu aucun résultat et qu'il y a eu pire, c'est-à-dire au-delà même de ses propres prévisions. Quand lui, là, il nous vendait ses illusions en son temps ici, qui venait nous raconter qu'on veut construire une ville futuriste entre Alada et Calavi par le constructeur de Washington qui est mort avant la naissance de mon grand-père, que ceux-là, même au créneau aujourd'hui, pour donner des leçons, vous voyez, c'est quand même terrible dans notre pays. Mais ainsi va le Bénin. Alors, tout à l'heure, en ce qui concerne les anomalies que relevait Médéric, il a quand même déploré le fait que tout soit aujourd'hui centralisé au niveau de la présidence de la République. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Je ne suis pas porte-parole du gouvernement pour répondre à une interpellation du gouvernement, mais centralisé, je crois qu'il y a des ministres qui sont pas que c'est pour des besoins d'efficacité. Je note ceci, il y a des ministres au gouvernement qui travaillent, qui, quand je le regarde, jouissent quand même d'une certaine indépendance. Maintenant, je note aussi qu'il y a une sorte de contournement, apparemment, pour contourner certaines lourdeurs administratives, la lenteur administrative, il y a eu un mécanisme de création d'agences pour aller plus vite. Vous voyez, j'étais un peu dubitatif par rapport à ça. Mais après avoir observé un certain nombre de choses, vous voyez, il faut parfois sortir de son pays pour se révolter, pour constater, pour les autres. Vous voyez, la démocratie. Je suis un démocrate, un artisan des droits de l'homme, mais de plus en plus, je développe une certaine indulgence, une certaine tolérance, bienveillance envers une autre façon de faire. Vous voyez, j'ai eu la chance d'aller vivre, de m'imprégner dans la création du Parti communiste chinois. Combien 13 jeunes gens, dont à leur tête Mao, à l'âge de 28 ans, journalistes, à l'époque, dans la clandestinité, ont dessiné la Chine d'aujourd'hui que nous admirons tous. Ils n'ont pas bâti dans la démocratie, la Chine elle est merveilleuse. Les Européens, les Occidentaux qui nous vendent la démocratie n'ont pas bâti leur pays que nous admirons tant, que nos hommes politiques volent le sous pour aller y bâtir des forteresses. Ils n'ont pas bâti ça dans la démocratie, mais ils estiment aujourd'hui que nous devons, nous, Afrique, nous développer dans la démocratie. Je crois que nous devons redéfinir les paradigmes. Nous devons redéfinir notre propre système, notre propre modèle de démocratie ou de développement et ne pas considérer forcément ce qu'on nous assène comme leçon là, comme le label. C'est ça qui fait que, par exemple, on peut passer des jours, comme Médéric et d'autres, à dire ça ne va pas, quand même, on observe que ça va quand même. Là, je le taquine. Nous allons revenir à l'animation quand même de la vie politique. Oui, je vais aller très vite. Des soutiens tous azimuts. Oui. Vous savez, la conception que le Béninois de la politique est que faire de la politique, c'est être un traître, faire de la politique, c'est être un truand, c'est se mettre dans des considérations incestueuses avec les prédateurs de la nation, pour faire mes basses sur les ressources. Faire de la politique, c'est trahir. En termes clairs, c'est cela. Et je vois que mon cher ami et éminent collègue partage également cette appréciation erronée de la politique. La politique, sans éthique et la morale, n'est pas de la politique. La politique n'existe que lorsque l'éthique et la morale, qui parle de l'éthique et de la morale, parle du respect des engagements. Lorsque nous calquons sur la France aujourd'hui, on ne peut pas me dire... Mais Médéric, est-ce que toutefois on doit forcément respecter... J'en viens rapidement. On ne peut pas me dire que Macron a écarté systématiquement ceux qui l'ont amené au pouvoir. Bayrou est parti compte tenu des problèmes qu'il a, mais il y en a qui sont là parce qu'ils ont contribué à ce qu'il arrive. Là, c'est un autre débat. Nous n'allons pas pleurnicher sur notre sort, encore qu'aujourd'hui, même si moi j'étais à la place du président Sébastien Janvier-Gavon et qu'on me demande de prendre ce train en plein naufrage, aujourd'hui, je n'accepterai pas pour un petit iota. Parce que, apparemment, tel que ça se passe aujourd'hui, sur le plan de la politique, c'est une décadence inqualifiable. Sur le plan de l'économie, c'est une prise en otage des maigres ressources de la nation. Sur le plan, par exemple, du PAG, quand on parle du PAG, le PAG n'est qu'un chapelet d'intentions. Et les intentions doivent devenir des programmes.
Des programmes doivent prendre la forme de projets segmentés. Les projets segmentés doivent faire l'objet de recherche de financement. La recherche de financement doit faire l'objet de recherche de plans d'aide, etc. Là, vous êtes en train de me raconter le PAG, là. Non, du tout pas. Mieux que le chef d'État. Donc, tel que ça se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un ramassis de projets du déjà vu qu'on veut vendre au peuple de manière à le distraire de l'essentiel pour continuer le siphonnage des ressources. Et là, je pèse mes mots. C'est des affirmations que je... J'en viens. Donc, sur le plan politique, voilà ce qui se passe. Sur le plan économique, je pense qu'il y a des cadres dans ce pays qui sont encore des cadres et qui restent demain des Béninois, qui ne peuvent pas me contredire par rapport à ce qui se passe. C'était la normocommunication. Aujourd'hui, c'était la normocommunication. Aujourd'hui, c'est la réalo-communication. Parce que après avoir supprimé tous les journaux, et qu'on voit aujourd'hui 25 à 30 journaux chanter les louanges avec le même titre, sans aucun effort de rédaction, de régime. Et quand on voit aujourd'hui la guerre qui est menée contre le peu de nombre de journalistes, comme la guerre qui est menée contre le peu de... En face, il y a des journaux aussi qui sont créés pour donner le champ. Contre le peu... Écoutez-moi bien, laissez-moi suivre ma logique. En face pour donner le champ. Contre le peu... Exactement, la trentaine de journaux qui n'arrivent même pas à faire le travail comme qu'il le faut et qui sont obligés de communiquer pour dire que les 5 ou 6 journaux prétendument de l'opposition aujourd'hui font de l'intoxication, nous l'avons lu il y a 5 jours, lorsque 40 journaux et 30 journaux n'arrivent pas à réussir et attaquent 5 journaux de faire de l'intoxication, ou bien il y a un problème de choix de ceux qui sont chargés de l'animer, ou bien il y a un problème par rapport à la stratégie, ou bien tout simplement il n'y a que de l'ignorance dans la mise en œuvre. Donc, passez ce plan. Le plan de la communication, décadence notoire, le plan de l'économie, tout le monde le voit. Les femmes du marché le disent, dans nos foyers on le sent. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Et je peux vous dire, à la veille de la rentrée scolaire, que même les salariés réguliers, à moins qu'ils aient 1 ou 2 enfants, il leur serait difficile aujourd'hui de dire que les cousins, les neveux, puisque sociologiquement, c'est comme ça nous vivons, il est difficile aujourd'hui de dire que tous les cousins, les neveux et tous ceux qui dépendent d'eux peuvent commencer la rentrée le lundi dans les conditions. Je ne dis pas que le gouvernement... J'ai cité tout à l'heure des exemples. Vous savez, moi, je ne supporte pas pour supporter. Je n'attaque pas pour attaquer. Et je suis prêt à revenir sur ce même plateau. Beaucoup plus que certains petits griots qui ont de la peine à articuler les mots et à trouver exactement les circonstances et les références pour les placer. Je suis prêt à revenir dire ici que Talon est le président qu'il fallait pour le Bénin, tant que j'aurai la preuve que quelque chose a commencé. Mais aujourd'hui, souffrez. Souffrez que je vous dise. Souffrez que je vous dise que sur le plan polique, c'est la déconfiture des partis politiques. C'est la chasse aux sorcières par rapport à tous ceux qui ont décidé. Écoutez la voix du peuple. Je veux parler des 23 députés qui ont constitué la minorité. Je pourrais placer un mot. Oui, vous allez placer beaucoup de mots. Les 23 députés qui ont constitué la minorité de blocage. Quand on les prend, Rosine Tsoglo, Saleh Salifou, tous ceux qui sont dedans, ils subissent des représailles politiques aujourd'hui. Puisqu'on nous a dit que désormais, on sera tout le temps enragé. Comment on peut vouloir diriger un pays où on ne doit pas confondre les richesses de la nation. Et c'est là où je vous dis, vous avez parlé de profiter. Dans une république, on ne doit pas profiter. C'est ceux qui fournissent des efforts qui doivent bénéficier du fruit de l'investissement commun. Mais vous parlez de profiter comme si vous êtes aussi vous-même en train de profiter et que demain, vous allez vous mettre aussi en position de profiter. Moi, je me dis ceci, on ne doit pas se mettre dans la tête que lorsqu'on supporte un camp, j'en aurais terminé sur cette phrase, que lorsqu'on supporte un camp, c'est forcément parce qu'on mange. Parce que nous avons donné la preuve que nous pouvons repartir de notre enfer pour tendre vers le paradis. Nous avons donné la preuve que même si on nous met au rationnement, même si on nous coupe tout, que nous pouvons exister. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de profiter. André Dossard. Alors, finalement, ça devient un débat personnel. Non, je ne sais pas un débat personnel. Je sens très passionné et tout ça. Seulement que, bon, moi, je m'éloigne de tout ce qui est surenchère verbale. Il n'y a pas de surenchère. La critique, l'esprit de critique. Alors, les raillements tous azimuts. Tout ça. Non. Moi, je laisse ça à Médéric. Mais le peuple voit ce que il est je plus dis. fort dans ce rôle-là. Je suis venu... Alors, vous placez un mot rapidement avant qu'on passe au Togo. Sur les choses telles que ça se passe. Je crois que le Bénin n'est pas l'enfer que l'on décrit dans des discours surenchérisés. Le Bénin n'est pas l'enfer. Le Bénin vit à son rythme, il va à son rythme. Vous savez, c'est dû partout.
C'est dû partout. Voilà qui est C'est pas que raisonnable. l'on pense que c'est seulement au Bénin que c'est comme ça. Au point de demander des états généraux d'un pays qui va bien, qui a un gouvernement normal, des institutions qui fonctionnent, c'est vrai qu'il y ait des mécontents. Vous voyez, l'unanimité ne serait pas normale. Nous sommes au Bénin, nous ne sommes pas encore en Corée du Nord. Même là-bas, encore, on peut trouver des gens qui aient des voix dissonantes. C'est bien qu'il y ait des gens qui ne pensent pas la même chose que le gouvernement qui est en place. Ça vient crédibiliser notre démocratie, c'est bien. Mais il faut faire l'effort aussi d'être dans la démarche honnête, sincère, faire les constats qu'il faut. Voyez. D'être positif, c'est ça? Oui, positif. Et puis, vous savez, J'ai dit beaucoup de choses qui ont été réalisées. si Talon échoue, nous échouons tous. Le Non, Bénin c'est pas vrai. échoue. C'est lui Il et échoue, ceux qui le le Bénin, soutiennent qui c'est le échouent. Bénin qui échoue. Non, non, non. C'est le Bénin qui échoue parce que celui qui le remplacera, si c'est Adjavon qui le Non, remplace, écoutez, laissez Adjavon là où il est. devra, Laissez Adjavon, ça se laissez lit Adjavon. ça se lit clairement que Mon c'est frère, laissez Adjavon. votre Après rêve. la drogue Ça, pure, il après la drogue devra pure. tout reprendre à zéro. Non, Si Adjavon, c'est, il paraît qu'il Adjavon y a donnerait au moins à un manger au premier peuple. candidat, si c'est Badamansi qui Adjavon le donnerait au moins à manger au remplace, peuple. et il devra Vous tout dites vraiment recommencer Badamansi, président de la à zéro. République. Et là, Adjavon c'est déjà donnerait avancé. au moins à manger au Alors, peuple. je voudrais, Le oui, peuple ne mange pas. Pour le reste, je n'ai pas besoin de Ça va pas répondre. comme Pas besoin de distribuer- répondre parce que c'est plutôt personnel. Donc je n'ai pas besoin de répondre à ça. Voilà. Ok, nous allons passer alors au Togo parce que vous n'avez. Non, il y a un petit mot, je vais rapidement dire Non, un petit encore mot. Non, Non, je malgré tout, constate que mon ami est éminent, confrère, me Merci sent pour le pas compliment, maîtrisé. vraiment. Évidemment, je ne te dénierai pas ce droit. Ce droit acquis, après de lutte, de lutte noble, Merci il faut le dire. beaucoup. Et lorsque je dis qu'il y a au niveau du pont de Tovekbam, au niveau du pont de Wome, au niveau du pont de Révier, même si ça a commencé par Yahi, lorsque je dis que Dassa, Savalou Djougou, lorsque je dis que l'autre route vers Pobé, il y a des choses qui se font. Je vous dis, il y a des choses qui se font. Mais ces choses-là ne sont pas sûres parce qu'il y a une méchanceté gratuite qui est entretenue. On ouvre des fronts inutiles. On s'en prend à des partenaires politiques alors qu'on n'est même pas en période électorale. On s'en prend. Tout ça, c'est des On s'en prend. affirmations. Non, 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 Ça, c'est ce que je dis. ça prend- vous n'êtes pas C'est pas obligé des de- vous n'êtes affirmations, pas obligé de- tout le monde le oui. voit. Donc Ah, je me dis, oui, oui. et j'en aurais fini sur ce point, je me dis, quel que soit ce que vous faites, comme l'a dit l'autre, c'est pas bon de dire que même étant médiocre, qu'on pourrait être élu, lorsqu'en face de soi, on n'a pas de candidat valable. Lorsqu'on lutte pour détruire tous ceux qui sont en face de soi, lorsqu'on lutte pour C'est anéantir des procès financièrement d'intention. C'est des procès ceux qui d'intention. sont... Non, les vidéos existent. Finalement, on n'est plus dans le même débat. Parce que Donc, là, donc j'en aurais terminé sur ce niveau. J'en aurais terminé sur ce lequel niveau. moi, je ne suis pas invité. Tout à fait. Non, j'aimerais terminer sur ce plan, parce que nous parlons d'un bilan. Et quand on fait le bilan, nous devons aussi visiter les propos du premier des Béninois, celui que nous respectons nous et espérons. qui nous vénérons, et qui du reste, ce que beaucoup ne savent pas, Mais et qui du reste, il est vraiment passionné par et qui du reste, ce que beaucoup ne savent pas, et qui du reste, ce que beaucoup ne savent pas, et qui du reste, ce que beaucoup ne savent pas. Et qui, anecdote, c'est que Médéric qui trouve que Patrice Talon il est mauvais, mais ses ministres sont bons. Non, non, je n'ai jamais dit ça, Merci ministre. à vous, Médéric. Je n'ai jamais dit ça, ministre. Nous espérons que Ce que je Patrice Talon dis, c'est la réussisse sommation son des mandat. actions, la sommation des actions qui nous permettent d'apprécier un gouvernement. Les actions et passes peuvent être noyées dans la méchanceté gratuite et dans la volonté de certains de tirer les autres vers le bas. On vous a Ce que compris. je dis, On vous c'est a une affaire de compris. logique. Oui. Je ne dirais pas une logique primaire, primordiale, mais je dirais une logique à l'étape de naturel. Merci Médéric. Nous espérons que Patrice Talon réussisse son quinquennat. Il n'a pas Après espéré, il a été élu, il doit faire le travail. S'il ne réussit pas, nous on est là pour le critiquer de manière vête, pour l'amener à changer, à performer. Nous n'avons rien contre lui, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis plus de 30 ans. Alors Médéric, la situation au Togo. Et tous ceux qui le défendent aujourd'hui le Médéric, la connaissaient depuis situation quand. au Togo, la situation au Togo aujourd'hui. Bon, la situation au Togo, elle est également préoccupante. Le régime a péché par usure de pouvoir. La crise économique s'est ajoutée pour donner de la surface à une opposition, pour permettre à cette opposition, tel le phénix, de renaître de ses cendres et d'avoir une relative cohésion. Oui. Le chef de l'État a le dos au mur. Les manifestations, dans leur ampleur, nous démontrent à merveille que le peuple en a marre. La fois dernière, il y a eu une tentative pour positionner, repositionner ce texte au niveau du Parlement. Le thème qui constitue la forme de discorde se retrouve être, dans tous les cas, nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats. Le débat est relancé, l'opposition menace de remobiliser. La CEDEAO a tenté une incursion, mais la position de notre compatriote par rapport à la famille Yacine est un peu délicate.
cela pourrait envenimer, cela pourrait plomber un peu les pourparlers. Je pense que le Togo aujourd'hui mérite encore la paix. Oui, alors... Et nous devons avoir des intermédiaires, nous devons avoir, que ce soit au niveau de l'ONU ou de l'Union africaine, des personnalités. Le président Obasanjo pourrait monter au créneau et autres pour nous permettre d'éviter le pire. Car ne l'oublions pas, sur 10 Béninois, au moins 4 sont d'origine togolaise. Alors André Dossa, est-ce que les revendications du peuple togolais aujourd'hui sont les revendications légitimes dans la mesure où on demande à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir alors qu'il est légitimement élu sur la base de la constitution actuelle du Togo? C'est dans le contexte togolais comme le nôtre, la légitimité appartient au peuple. Et lorsque le peuple réclame, il n'y a pas à se demander si c'est légitime. Et nous sommes surtout dans un contexte où c'est une famille qui a dirigé un pays pendant plus de 50 ans. Il est tout à fait normal qu'il y ait une sorte d'exaspération, de fatigue, de lassitude au sein de la population togolaise. Donc c'est en quelque sorte une gain de personne en fait, on ne veut plus le faire, c'est tout. Écoutez, je dis, est-ce que la famille Gnassingbé est la seule au Togo à pouvoir fabriquer des enfants intelligents? Vous croyez que mais si le pays est bien géré, la jeunesse togolaise, ces Togolais qui naissent bien après et tout ça, veulent toujours avoir à la tête de leur pays Gnassingbé, Faure Gnassingbé, moi je l'admire beaucoup. J'estime qu'il travaille parce que moi, quand je vais à Lomé, je vois chaque fois des transformations. Franchement, ça me rend jaloux par rapport à ce que nous vivions ici pendant les années qu'il est même plus utile de rappeler. Vous voyez, il a fait beaucoup de choses dans Lomé. Il a transformé Lomé, il a transformé le pays. Mais ça ne suffit pas lorsque les gens sont exaspérés par ce long règne de la même famille. Vous voyez, et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'opposition togolaise m'a jamais donné l'impression d'être quand même responsable et capable de renverser les choses. Mais le mouvement créé par Tipi et qui a embrasé tout un pays de façon tout à fait inattendue et qui a pris le gouvernement de court, ça m'a amené à me poser des questions que je dis, mais attention, est-ce qu'il n'est pas venu pour Faure le moment de rapidement anticiper, poser un certain acte majeur, c'est-à-dire faire des concessions. Les gens veulent un retour à la Constitution de 92. Il faut qu'ils trouvent le moyen, à défaut de donner entièrement ce que les gens demandent, mais d'ouvrir un peu. Sinon, je crains le pire pour Faure, parce que lorsque le peuple se lève et qu'il y a comme élément fondateur une exaspération liée à l'usure du pouvoir, à un règne trop long, il est souvent difficile d'arrêter ce peuple. Alors, pour finir avec ce sujet, est-ce qu'au niveau de la Constitution, où il est permis le mandat illimité, dans le contexte africain aujourd'hui, où un chef d'État vient, il dit que tout ce que son prédécesseur a fait est mauvais, et on reprend encore à zéro, le troisième vient, il dit que ce que le second a fait est mauvais, est-ce que le contexte de mandat illimité qu'avait instauré Gnassingbé père n'était pas quand même l'idéal dans la Constitution, au niveau qui a été revu en 2003? Oui, évidemment que nul n'est indispensable. Et parce que la mort existe pour nous rappeler à notre plus petite valeur d'être humain, nous devons, en toutes circonstances, savoir qu'on peut dormir et ne plus nous réveiller. Dans ce cas de figure, Faure devrait savoir que, tôt ou tard, il sera rappelé. Et si c'est qu'il doit être rappelé, il doit de son vivant permettre à la nouvelle génération de Togolais, des jeunes Togolais qui ont accès aux réseaux sociaux, dans une logique de rapidité, d'une vitesse exponentielle de l'information, les jeunes Togolais qui voient comment ça se passe ailleurs et qui aspirent à autre chose que leurs parents, il faut que Faure ouvre le jeu. Il doit ouvrir le jeu, même si au finish, parce que le RPT transformé en UNI, ayant les ramifications politiques, même si au finish, il sera difficile à l'opposition, si on allait aux élections démocratiques, il sera très difficile à l'opposition de renverser radicalement la tendance et amener le RPT par prolongement l'UNI à ne plus avoir son mot à dire. Mais l'un dans l'autre, Faure doit ouvrir le jeu, il doit accepter d'ouvrir le jeu ou s'attendre à périr. Alors André Dossa, après le départ de Faure des affaires au Togo, est-ce que vous espérez quand même une émergence au Togo? Est-ce qu'on peut espérer vraiment ça? Parce que quand on dit on prône le départ de la dynastie Gnassingbé. Mon intime conviction, c'est qu'il n'y a pas que les Gnassingbé qui soient capables de diriger le Togo. Mais est-ce que l'opposition ne doit pas aller à un consensus avec lui? Togolais intelligents, capables de diriger le Togo. Et peut-être capables de faire mieux que Faure, que moi j'ai dit, je vous ai dit mon admiration pour ce qu'il a fait du Togo.
Ouais. Fort, il a fait plus que son père, ce qui est tout à fait normal. Ouais, l'enfant, le fils qui n'est pas capable de faire mieux que son père, il n'en est pas digne. Il a fait beaucoup, je l'admets pour ça, mais il n'y a pas que les Yassingbe au Togo et qu'il soit capable de diriger le pays. Donc je crois qu'après 50 ans de règne, il est quand même temps de partir. C'est vrai que dans le contexte togolais aujourd'hui, je partage avec mes ce sentiment-là que si on organise des élections démocratiques, ce sera difficile pour cette opposition-là véritablement de renverser les choses. Ça va être difficile. Cela dit, il y a quand même dans le pays, la contestation, elle est là. Le peuple est fatigué, le peuple en a marre de ce qui se passe. Et malheureusement, vous voyez encore dans cette crise togolaise, il y a déjà une implication de cette fameuse communauté dite internationale. Vous savez, l'Afrique est perdue. Et l'Afrique francophone davantage. Vous voyez, nous sommes... Quand vous en parlez, d'aucuns lient quand même ces événements au fait que le Togo se rapporte un peu d'Israël, oui. Le Togo se rapporte d'Israël, on parle de un certain nombre de choses. C'est toujours le cas. Quand il y a problème dans l'un quelconque de ces pays-là, de nos pays-là, les fameuses puissances internationales ont toujours les enjeux, leurs intérêts dedans, et chacun tire le drap de son côté. Et c'est toujours comme ça que ça se passe dans nos pays. Et moi, ma conviction elle est ferme, c'est que l'Afrique est perdue, l'Afrique francophone davantage. Parce que, vous savez, la colonisation française ne nous a fait aucun bien. Et ça continue de nous plonger dans le désastre. Et même si on arrive à renverser le port et que quelqu'un d'autre prend, ça va être les mêmes problèmes au Togo et dans les autres pays francophones de l'Afrique. Moi, j'ai un mal profond par rapport à ça, par rapport aux pays de l'Afrique francophone. Vous voyez, les anglophones africains sont plus épanouis que nous. Ils sont d'ailleurs plus respectés par notre fameuse métropole, pas la France. Vous voyez. Et c'est généralement dans les pays francophones qu'il y a ce problème-là. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi dans un seul pays, une seule famille peut régner pendant 50 ans alors que ce n'est pas une monarchie? Alors je crois que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose par rapport au Togo. Et cela dit, le Béninois que je suis ne souhaite qu'il y ait crise au Togo, que ça dégénère, parce qu'après c'est nous aussi, nous allons devoir partager les conséquences de la crise. Merci à vous André Dossa, merci Médéric François Gongo. Je rappelle que vous êtes respectivement rédacteur en chef de Canal 3 Bénin et directeur de publication du quotidien Actu Express. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour d'autres numéros. D'ici là, pensez-vous bien et agréable week-end à vous.